Bonjour, Giordano Bruno, saison 1, épisode 2. La dernière fois, nous avions laissé notre philosophe errant à Toulouse, on était en 1580, où il enseignait la philosophie d'Aristote, et puis l'astronomie, et quelques autres choses encore. Et puis en 1581, nous sommes en pleine guerre de religion, et la situation se dégrade, et tout cela pousse Giordano Bruno à aller vers Paris, où il va, là aussi, très rapidement donner des leçons publiques de philosophie aristotélicienne. Alors, à Paris, il se fait une réputation qui atteint la cour du roi, et Henri III l'appelle à la cour, parce qu'il est attiré surtout par la mémoire de Giordano Bruno. Et il cherche à savoir si cette mémoire est le résultat d'art magique, ou si au contraire c'est un don inné. Voilà. Alors ce premier séjour à Paris est tout à fait productif. Bruno va publier 3 œuvres essentielles pour sa philosophie à venir. Tout d'abord, une œuvre écrite en langue latine, le De Umbris Idearum, de l'ombre des idées. Et De Umbris Idearum, qui est visiblement d'inspiration platonicienne, c'est Platon qui se trouve derrière, son livre De Umbris, et c'est l'idée surtout que la vérité ne nous apparaît jamais directement, elle est toujours dans l'ombre. Ce De Umbris Idearum, il est complété d'un Ars Memoriae qui est dédié au roi de France Henri III, qui accepte la dédicace et du coup va nommer Bruno lecteur extraordinaire, ce qui le fait entrer dans le groupe des lecteurs royaux, c'est-à-dire des lecteurs qui peuvent polémiquer contre le conformisme de la Sorbonne qui est dans une dogmatique aristotélicienne absolue. Voilà. Alors en 1583, Giordano Bruno va partir pour Londres. Il part pour Londres muni de lettres de recommandation du roi Henri III à l'attention de l'ambassadeur de France à Londres qui s'appelle Michel de Castelnau. Bruno gagne Londres, peut-être parce que la situation à la cour de France est déjà un peu compliquée entre les catholiques et les protestants. En tous les cas, il va séjourner à Londres, tout à fait officiellement, dans la résidence de l'ambassadeur de France. Alors, il est vrai que sa présence à Paris commençait à faire désordre parce que les catholiques les plus dogmatiques faisaient pression sur le roi Henri III qui cherchait à rester en bon terme avec les protestants. Notamment, il s'appuyait sur tout ce courant qui était pour aménager un accord catholique-protestant, ce qu'on appelait les politiques à l'époque. Et les catholiques faisaient pression sur Henri III pour en finir avec cet accord avec les protestants. Peut-être vous vous souvenez que l'amiral de Coligny, chef des protestants, avait été assassiné. Et donc Bruno, qui lui a une très mauvaise réputation dans l'église catholique, préfère s'éclipser à temps. Voilà. Notamment parce que sa présence aurait pu embarrasser Henri III, tout simplement, qui est soumis à la pression de ce qui s'appelle la Ligue à l'époque, qui regroupe les catholiques les plus intransigeants. Alors, le séjour anglais, ça va être la grande période féconde de la vie philosophique de Giordano Bruno. C'est au cours de ce séjour qu'il va écrire ses chefs-d'œuvre, comme le Dîner des Cendres, la Cena delle Ceneri, le De Causa, de la cause, principe et un, l'expulsion de la bête triomphante, Spaccio della Bestia Trionfante. Alors, il est introduit à la cour de la reine d'Angleterre, de la reine Elisabeth, et il lui dédicace son traité De la Causa Principio et Uno, de la cause, principe et un. Traité de métaphysique assez fondamental si on l'étudiait dans le détail, parce qu'on y trouverait quelques-uns des grands thèmes qui vont être développés par quelqu'un comme Spinoza. Alors Bruno commence en 1583, en août 1583, une série de leçons sur l'immortalité de l'âme, sur la quintuple sphère, etc. Alors très vite, il donne ses leçons à Oxford, et très vite, il doit les interrompre, il va quitter Oxford. Pourquoi ? Parce qu'il est rentré en polémique avec les professeurs d'Oxford, qui, bien que n'étant pas affiliés à l'église catholique, puisqu'ils sont anglicans, détestent peut-être encore plus Bruno que les catholiques. Alors la Cena delle Ceneri, le Dîner des Cendres, et c'est un témoignage polémique des rapports de Bruno avec les docteurs d'Oxford, est une œuvre où sont esquissés les thèmes et les problématiques qui seront reprises dans les ouvrages ultérieurs. On y trouve les principaux types de gloire du Nolin,
sa cosmographie, c'est-à-dire sa théorie du monde, d'un monde infini, composé d'une infinité de mondes, composé de mondes infinis. Sa cosmographie, c'est l'idée de l'infinitude de l'univers, de l'infinité des mondes. Alors Bruno a des précurseurs pour défendre cette thèse. Peut-être son précurseur le plus connu est Nicolas de Cuse, qui va finir cardinal, qui donc n'aura jamais d'ennui très grave avec l'Église, puisqu'il va même être le légat du pape. Mais Nicolas de Cuse avait été un des premiers à défendre cette idée que la Terre ne pouvait pas être immobile au centre de l'univers, et que le monde était nécessairement infini. Parce que, disait Nicolas de Cuse, pourquoi voulez-vous que Dieu, qui est tout-puissant, ait fait un monde fini? Il n'y avait pas de raison que le monde créé par Dieu soit fini, ce serait apporter une limite à la puissance de Dieu. En gros, Dieu la jouerait petit bras à faire un monde fini. Donc Nicolas de Cuse soutient l'idée d'un monde infini. Et le principal ouvrage de Nicolas de Cuse, qui est d'ailleurs toujours relativement facile à trouver, s'appelle La Docte-Ignorance. Et dans cette Docte-Ignorance, il propose donc une double révolution contre l'héritage d'Aristote et de Ptolémée. Il va prendre la défense de Copernic. Giordano Bruno va prendre la défense de Copernic, mais il ne s'en tient pas à Copernic. Pourquoi? Parce que Copernic, certes, pose l'idée d'un mouvement de la Terre autour du Soleil, mais le Soleil reste immobile, et le monde de Copernic est encore un monde fini. Alors que Bruno, dans la lignée de Nicolas de Cuse, va développer l'idée d'un monde radicalement décentré, et dans lequel, pour reprendre une expression qu'on trouve déjà chez Nicolas de Cuse, le centre du monde coïncide avec sa circonférence. Expression énigmatique, mais qu'on retrouvera chez Pascal quand il parlera de cet univers dont le centre est partout et la circonférence nulle part. Alors, au-delà de la cosmographie de Bruno, son idée du cosmos, eh bien, il commence à mettre en place une conception de la réalité comme principe de vie, comme autoproduction infinie de la vie, comme infinie production de formes infinies, innombrables, dans un éternel mouvement de composition, de décomposition, de recomposition. Et ces thèses de Bruno sont peut-être, du point de vue de la dogmatique catholique, encore plus graves que l'idée de l'infinité du monde et du mouvement de la Terre, puisque en fait Bruno reprend là, presque explicitement, les thèses développées dans l'Antiquité par les atomistes, l'idée que notre monde n'est que l'éternel mouvement de ces petits mondes que sont les atomes, qui s'entrechoquent, qui forment des unités plus grandes, qui se défont, qui se refont. Bref, c'est un monde dans lequel il n'y a plus besoin de création originaire, et il n'y aura pas de fin non plus. Alors, ces thèses que Bruno commence à développer en Angleterre, évidemment, on les retrouvera beaucoup plus tard chez les philosophes du XVIIe siècle. Notamment, il me semble à peu près évident que Spinoza s'inspire beaucoup de Giordano Bruno, puis un deuxième disciple de Giordano Bruno, qui n'a jamais voulu avouer cette horreur, qui est Leibniz. Leibniz, bon chrétien, qui ne veut pas d'ennui avec les églises surtout, mais qui, sur bien des points, reprend exactement la thèse de Giordano. Et puis c'est aussi à Londres qu'il écrit un livre qui s'appelle en italien Lo spaccio della bestia trionfante, l'expulsion de la bête triomphante, qui est un livre un peu particulier, qui est consacré essentiellement au développement de conceptions morales et juridiques. Alors, Bruno imagine une assemblée de dieux qui, à la demande de Jupiter, doivent réformer les cieux. Alors Bruno développe une morale qui prend pour cible les religions existantes, et la cible, c'est peut-être encore plus le protestantisme que le catholicisme. Alors en 1585, Bruno publie un autre livre qui s'appelle La Cabala del Cavallo Pegaseo, la cabale du chevalier Pégase, et il publie également un autre livre qui s'appelle Degli Eroici Furori, des fureurs héroïques. Alors le premier de ces ouvrages est un complément à l'expulsion de la bête triomphante. C'est un ouvrage qui prend appui sur la tradition kabbaliste en vogue à l'époque, et tradition selon laquelle la Kabbale juive contiendrait sous une forme ésotérique les vérités du christianisme.
Et c'est à partir de certains ouvrages de cette traduction que Bruno va faire de l'âne le symbole de la sagesse. Donc quand on dit à quelqu'un tu es un âne, pour Bruno, ça veut dire tu es un sage. Alors les références indirectes à Socrate et à la doctignorance de Nicolas de Cus sont également évidentes dans cet ouvrage. Et puis dans les fureurs héroïques, Bruno entend le terme de fureur au sens de folie. Et cette folie qui est l'éros selon Platon, et cette folie dont Erasme avait fait l'éloge dans le fameux livre qui s'appelle Éloge de la folie. Alors la folie est héroïque, car le héros, comme Eros, est un demi-dieu, un intermédiaire, et les fureurs héroïques sont donc la tendance mystique, propre à l'homme qui a compris certaines réalités en s'assimilant à Dieu. Et ici, évidemment, on pensera encore à l'amour intellectuel de Dieu, bien mystérieux, dont parle Spinoza et qui a fait couler beaucoup d'encre. Alors, comme Dieu est dans chaque chose, puisqu'il est la réalité elle-même, Spinoza disait « Deus sive natura », Dieu c'est-à-dire la nature, eh bien, il peut sembler évident de s'assimiler à Dieu. Et précisément, nous dit en quelque sorte Giordano Bruno, cette vérité, elle échappe au vulgaire. Il s'agit pour le héros furieux de parvenir à la pleine connaissance. Alors, en octobre de cette même année, 1585, eh bien Bruno va rentrer en France. Pourquoi ? Parce que l'ambassadeur de Castelnau est rappelé à Paris et il va suivre de Castelnau. Alors en France, le climat n'est pas très bon, le climat religieux et politique. En juillet de cette année, Henri III a été contraint de révoquer l'édit de pacification avec les protestants. Et en septembre de la même année, le pape Sixte V a publié une bulle d'excommunication contre Henri de Navarre, le futur Henri IV, qui est le seul héritier du trône de France quand Henri III mourra. Déjà, vous avez dessiné la venue au pouvoir très chaotique du bon roi Henri IV. Alors Bruno est tenté de rentrer dans les rangs de l'Église catholique. C'est quelque chose qui fait plusieurs fois, cette idée de cesser d'être un hérétique pourchassé, de devenir quelqu'un, disons, qui a les honneurs de l'Église, ça le tente. Bon, il avait déjà essayé de le faire à Toulouse, mais ça ne marche pas du tout. Et Bruno sent qu'il n'a qu'une chose à faire, c'est quitter Paris. Alors il quitte Paris d'abord pour l'Allemagne. En 1586, il va passer à Mayence, Wiesbaden, puis il va s'inscrire à l'université de Marbourg. Et puis alors à Marbourg, on lui interdit très vite de professer. Le 20 août, il s'inscrit à l'université de Wittenberg, où pendant 2 ans, il va enseigner en commentant un ouvrage d'Aristote qui est l'Organon. En 1587, il écrit plusieurs ouvrages de logique, il commente des œuvres d'Aristote. Et puis à Wittenberg, il est pleinement intégré au corps de l'université et il sera gré à ses collègues de leur accueil. Et puis le 8 mars, il quitte Wittenberg pour Prague. Alors la cause de ce départ, elle est tout simplement liée à la part prépondérante que les calvinistes sont en train de prendre sur les luthériens. Et il va écrire un certain nombre d'ouvrages, et polémiquant contre toutes les tendances du siècle, il va prendre la défense de la tolérance. En automne 1588, il quitte Prague pour Helmstedt et s'inscrit à l'université Julia, et il va prononcer un texte intitulé l'Oratorio Consolatoria à l'occasion de la mort du fondateur de l'Académie, Jules de Braunschweig, et à l'été, eh bien, voilà notre Giordano Bruno excommunié par les luthériens. Les calvinistes, les catholiques, les luthériens, voilà. Il a la totale des excommunications. Il n'a pas été victime d'un RM de la religion juive, ni excommunié par les musulmans, parce qu'il a tenté ni l'un ni l'autre, mais pour le reste, il avait tout essayé. Voilà. Alors là, il va arriver à Francfort, et à Francfort, il va faire imprimer un certain nombre d'ouvrages, mais le 2 juillet, le Sénat de la ville de Francfort ordonne son expulsion. Il demeure cependant à Francfort un moment et il publie ses 3 poèmes latins, 3 œuvres écrites en langue savante, et non plus dans la langue vernaculaire qui est l'italien de Bruno, un italien qui est un italien assez moderne. Quand on le lit aujourd'hui, on
un italianiste s'y retrouve sans difficulté, un peu comme un Français qui dirait Montaigne, hein, en quelque sorte. Et puis, ces 3 œuvres, au contraire, là, qu'il publie à Francfort, sont des œuvres écrites en latin, dans un latin savant. Hein. Et contre les géomètres, il va défendre l'idée d'un minimum. Alors cette idée d'un minimum, ça paraît bizarre, mais cette idée d'un minimum, c'est l'idée qu'il y a dans la réalité quelque chose de minimal, quelque chose qui est insécable. Et cette particule minimum, ben, ça s'appelle en grec un atome. Et on retrouve l'atomisme de Giordano Bruno. Voilà, il défend cette idée du minimum et bien d'autres questions encore que nous n'aborderons pas parce que ça nous entraînerait extrêmement loin. Alors ensuite, ben, comme il a été expulsé de Francfort, excommunié, le voilà parti pour Zurich. Et puis, il va enseigner à Zurich. Et il va publier ses leçons partiellement. Il reçoit une lettre d'invitation à ce moment-là d'un patricien de Venise, le nommé Giovanni Mocenigo. Alors, selon d'autres auteurs, c'est à la foire du livre de Francfort que lui serait parvenu, par l'intermédiaire d'un libraire vénitien, l'invitation de Mocenigo. Il va répondre à cette invitation, fatale erreur, comme on va le voir dans l'épisode prochain.